Alors, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique là, derrière ce colloque, puisque j'ai la chance de pouvoir intervenir à 2 reprises. Donc, encore merci pour cela. Alors, avant de rentrer dans les détails finalement de cette présentation, je voudrais quand même en préciser un peu la nature. D'abord, il s'agit d'une intervention exploratoire, c'est-à-dire que c'est une réflexion qui est encore en cours. J'ai rien publié à ce sujet pour l'instant. Et puis, il s'agit essentiellement donc d'une contribution théorique. Notamment dans le champ finalement des études relatives aux enjeux ou aux dimensions politiques des médias socio-numériques. Et c'est essentiellement, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question suivante. C'est comment on peut penser politiquement donc les processus de subjectivation à l'œuvre dans les pratiques en lien avec les médias socio-numériques. Alors, ma proposition sera la suivante, c'est que si véritablement on souhaite attribuer des propriétés politiques à ces processus de subjectivation, donc médiatisés par les technologies de communication numérique, eh bien, cela exige finalement de penser ensemble 2 choses. Non seulement effectivement des processus qui relèvent de la transformation de soi, mais également des processus qui relèvent de la transformation de son environnement social. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on veut conférer des propriétés politiques à ces processus de subjectivation, il va falloir, c'est ce que je vais essayer de défendre, penser ensemble donc quelque chose qui relève de la dimension individuelle, mais également collective. Si on exclut l'une de ces 2 dimensions, il est très très difficile de leur donner un sens politique à ces processus de subjectivation. Alors, je voudrais également minimiser quelques équivocités, parce que nécessairement il va y en avoir par rapport au vocabulaire que j'utilise. D'abord, qu'est-ce que je vais entendre dans ma présentation par processus de subjectivation? Alors là encore, il s'agit, pour les besoins de mon argumentation, d'une définition de travail. Je ne peux pas creuser évidemment profondément cette question. Mais en gros, ce que j'entends par processus de subjectivation politique, ce sont tous les processus par lesquels finalement un individu va prendre conscience de lui-même comme acteur politique et finalement de manière plus générale comme acteur de sa propre histoire. Alors ça a une implication parce que, évidemment, souvent, je ne sais pas si par exemple vous consultez les écrits de Jacques Rancière ou d'autres auteurs, évidemment, quand on parle de subjectivation politique, souvent on a en tête des processus de subjectivation qui mènent à la constitution d'identités collectives. Ça sort du périmètre de mon propos aujourd'hui. Je vais vraiment m'intéresser plutôt à la constitution, donc à la conscience de soi que les individus peuvent développer. Voilà. Deuxième précision, donc la deuxième précision est relative finalement à ce que j'entends par les pratiques donc en lien avec les médias socio-numériques. Alors évidemment, je ne vais pas m'intéresser aujourd'hui à toutes les pratiques, je vais m'intéresser essentiellement en fait aux pratiques dont on suspecte des potentialités émancipatrices. Donc pour faire référence à ce que tu disais hier, Fabien, au niveau de l'usage des forces de l'ordre des médias socio-numériques, ici ça sort aussi complètement du spectre de mon exposé. Donc, c'est essentiellement les pratiques donc, auxquelles on a tendance, dont on arrive à démontrer finalement les potentialités émancipatrices ou même voilà, la réalité de ces potentialités émancipatrice. Alors, encore une toute dernière précision, et pour en terminer ici, ce que j'entends aussi rapidement ici par potentialité émancipatrice, je m'inspire en fait voilà, du travail en fait de la philosophie sociale de Axel Honneth, et ce que j'entends par émancipatrice, c'est tout ce qui nous permet de nous affranchir des pathologies sociales qui viennent faire obstacle justement à la réalisation de soi, donc que ce soit les injustices, l'inégalité, les réifications, etc. Alors, mon interrogation, elle a une origine assez précise, à savoir c'est la lecture des travaux de Nathalie Fenton, que vous connaissez peut-être. Nathalie Fenton, c'est une professeure donc, au département du Department of Media and Communications à la University of London.
Et Nathalie Fenton, elle est surtout connue, je pense, pour ses travaux visant à articuler donc l'économie politique critique et les études culturelles en communication. D'ailleurs, j'imagine que certains d'entre vous ont eu accès au numéro de la revue Réseau, là, le 192, qui porte justement sur cette question des articulations entre études culturelles et économie critique et économie politique donc en communication. Et on voit tout de suite d'emblée, en fait, dans la présentation de ce dossier, il y a une citation donc des références à ces travaux. Donc c'est dans ce domaine-là qu'elle est assez connue. Et juste, peut-être pour en terminer là-dessus, évidemment, elle plaide pour une combinaison en fait entre les deux approches. Donc c'est sur quoi elle va essayer de travailler. Moi, ce qui va m'intéresser plus spécifiquement, ce sont des travaux un peu plus récents, donc en fait que l'on trouve dans cet ouvrage, qui est un ouvrage qui a été publié en 2016. Et dans cet ouvrage, elle va défendre une thèse qui est très similaire à celle que je vais défendre aujourd'hui, à savoir, eh bien justement, la nécessité pour donner un sens politique finalement à ces usages en fait des médias sociaux numériques, elle va montrer la nécessité de penser ensemble, voilà, ce qui relève de l'individuel, ce qui relève du collectif. Alors, pour reprendre ses propres termes, elle, c'est ce qui relève des pratiques politiques qui peuvent avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du système politique et conventionnel. Et donc penser ces éléments avec d'autres éléments qui seraient finalement les aspects les plus subjectifs de notre soi politique. Donc on voit vraiment une volonté de penser manière d'être et manière d'agir, individuel et collectif. Voilà. Alors, je vais revenir dans un premier temps sur la manière dont elle construit son problème, parce qu'il me semble qu'elle le construit bien. Enfin, je veux dire, évidemment, je vais finir par exposer quelques limites en fait de son approche, de ses travaux. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de reconstruire en fait avec vous, disons, les bases, les fondements de ce qui s'apparente finalement dans la pensée d'Antonio Gramsci à une théorie de la personnalité. Alors c'est un aspect qui n'est pas très connu de sa pensée, mais il y a les contours, les fragments d'une théorie de la personnalité dans les cahiers de prison. Et je vais finalement reconstruire cette théorie avec vous. Pourquoi ? Parce que mon intuition est la suivante, c'est qu'avec cette théorie, on a les ressources conceptuelles justement pour penser conjointement voilà, ce qui relève finalement d'une manière d'être et d'une manière de faire, donc à l'ère de la numérisation généralisée du social. Donc, c'est une théorie, je crois, qui nous permet finalement d'appréhender notamment la circularité, les effets de circularité entre des pratiques politiques de nature collective et puis des processus de subjectivation politique beaucoup plus individuels. Alors, il y a à mon sens, cette réflexion, elle a au moins deux implications. La première implication, c'est une implication purement cognitive, à savoir, pour nous, chercheurs, essayer de penser conjointement ce qui relève de l'individuel et du collectif, avec ce que je vais proposer ici, la théorie de la personnalité de Gramsci. Ça nous permet de peut-être trouver d'autres catégories d'analyse qui permettent de renouveler notre intelligibilité, justement, des usages, des dimensions politiques, des médias socio-numériques. Il y a également un autre enjeu que l'on ne peut pas perdre de vue nécessairement en fait, quand on s'appuie sur la théorie de Gramsci, c'est aussi bien sûr des enjeux stratégiques, quoi. À savoir, évidemment, la théorie de Gramsci, c'est une théorie qui est traversée par des préoccupations stratégiques, donc qui devrait en fait, nous permettre d'essayer de penser finalement quelles seraient les stratégies, les tactiques les plus efficaces pour désarticuler ou au moins déséquilibrer les rapports de force entre les groupes sociaux. Donc, il y a une dimension évidemment stratégique ici que je mentionne, mais évidemment, je n'aurai pas le temps de travailler tout ça. Alors, qu'en est-il donc des recherches de Nathalie Fenton ? En fait, Nathalie Fenton, pour vraiment synthétiser à outrance finalement ses travaux, ce qu'elle va présenter dans cet ouvrage, c'est en somme une division entre deux ensembles dans la littérature scientifique. Elle estime qu'il y a donc deux ensembles, mais deux ensembles qui souvent se juxtaposent, parfois peuvent rentrer en tension, voire en contradiction. Alors,
le premier ensemble de travaux, c'est un premier ensemble qui va s'intéresser, qui va chercher surtout à documenter les modalités concrètes de l'action politique par la médiation des technologies numériques. Donc, au fond, pour reprendre l'expression de Charles Tilly, on est vraiment là dans l'ordre d'une réflexion sur les répertoires de l'action collective. On va, par exemple, elle donne quelques cas d'études voilà, qui appartiendraient à cet ensemble. Alors là, typiquement, il va y avoir des études sur la constitution de réseaux militants à l'international, sur l'expression de paroles alternatives, l'organisation de mouvements sociaux, etc. Ce qu'elle note, évidemment, c'est que cet ensemble, parce que vous imaginez qu'il s'agit quand même d'un ensemble quand même relativement large. Alors évidemment, dans cet ensemble, on trouve des études portant sur des phénomènes empiriques très variés, mais également, ces études empiriques, elles vont s'appuyer également sur des théories très très variées, relevant, je ne sais pas, hier on parlait de la théorie de l'espace public, ça peut être des conceptions relationnelles du pouvoir, ça peut être même les théories de la démocratie radicale, ou bien sûr la sociologie des mouvements sociaux, etc. Malgré cette diversité, malgré cette pluralité, elle va faire l'effort, finalement, Nathalie Fenton, d'identifier quel serait le noyau, finalement, de ces recherches. Quel serait le dénominateur commun que partageraient, finalement, ces recherches s'intéressant, finalement, au répertoire, à la reconfiguration des répertoires d'action collective. Alors, le noyau, elle l'identifie, notamment chez Gramsci. Parce qu'elle défend l'idée selon laquelle ces recherches, même implicitement, reposeraient sur l'idée que la politique, c'est essentiellement donc un ensemble d'activités visant à transformer l'environnement social et donc à intervenir finalement dans les rapports de force entre les groupes sociaux. Donc pour eux, c'est clair, même si c'est implicite. Alors évidemment, elle prétend pas du tout, c'est pas du tout son propos, que toutes les recherches dans cet ensemble sont des recherches gramsciennes, pas du tout. Mais ce qu'elle identifie implicitement, c'est effectivement ce dénominateur commun, cette conception commune de l'action politique qui finalement va insister sur l'action transformatrice de l'action politique et transformatrice dans les rapports de force entre les groupes sociaux. Donc là, on est vraiment dans le collectif. Deuxième ensemble de travaux, alors cette fois-ci, c'est peut-être un peu plus compliqué, enfin encore plus compliqué finalement, parce que ce deuxième ensemble, me semble-t-il, a des contours un petit peu plus indéterminés, quoi. Alors, ce deuxième ensemble s'inscrirait, selon elle, plutôt dans le sillon voilà, des études culturelles. Et ce sont, pour elle, donc, des recherches qui vont s'intéresser, surtout, finalement, à la manière dont les médias socio-numériques vont affecter l'émergence de sujets politiques. Encore une fois, au sens individuel, ici. Alors... en somme, ce qu'elle explique dans son ouvrage, c'est que ces recherches, elles vont s'intéresser à différents phénomènes. Elles vont s'intéresser, par exemple, aux dimensions émotionnelles, créatives, expressives, donc de l'usage des médias socio-numériques, souvent, en fait, au prisme d'une interrogation, d'une réévaluation, plutôt, de la capacité d'agir, de l'agency, finalement, des individus, ou finalement de leur capacité de résistance. Alors là encore, on a évidemment dans cet ensemble une large constellation de théories, ça va de soi, mais elle a tendance quand même à identifier, disons, les théories dites, entre guillemets, post-structuralistes, donc Foucault, Butler, etc., comme étant des ressources théoriques souvent mobilisées dans ce cadre-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce deuxième ensemble, elle note que plus récemment, il y a une tendance finalement de la littérature scientifique à explorer justement la subjectivation politique à l'aide de des théories de l'émotion, théories des passions politiques, théories des affects. Et pour elle, il s'agit vraiment actuellement d'une tendance qui est de plus en plus forte, de plus en plus affirmée dans cette littérature. Et elle va par exemple, pour essayer de donner un peu de chair à mon propos, en fait, ce qu'elle a en tête, c'est ma compréhension de ses recherches, c'est vraiment ce à quoi elle pense, c'est par exemple les recherches de Papacarisi, Jenkins, les dernières. C'est vraiment ça qu'elle a en tête, quoi, très clairement. Bon.
Alors, de mon point de vue, les analyses en fait que déploie Nathalie Fenton dans cet ouvrage, elles ont au moins 3 mérites. Et pour moi, c'est 3 immenses mérites. Le premier, c'est que déjà, en fait, dans cet ouvrage, elle va porter un diagnostic sur l'évolution de la littérature scientifique, sur les enjeux et les dimensions politiques des médias socio-numériques, qui permet justement d'en avoir un peu une intelligibilité, de commencer à tracer des grandes lignes de force. Donc. Ensuite, autre chose, c'est finalement sa problématisation, dont je m'inspire directement, puisque l'idée justement qu'elle va développer de la nécessité de penser finalement conjointement ces deux dimensions donc, qu'elle a identifiées donc, dans les deux ensembles de la littérature scientifique. Donc, moi, je vais vraiment partir de là. Ma contribution, elle est assez modeste au fond, parce qu'elle consiste à reprendre finalement ces travaux et à essayer de pousser un peu plus loin ces travaux en proposant donc une théorisation un peu plus systématique. Parce que ce qui m'apparaît finalement un peu problématique dans ces analyses, c'est... je pense qu'effectivement, elle a raison de défendre l'idée selon laquelle il faut qu'on pense conjointement les deux dimensions, les dimensions subjectives et les dimensions vraiment plus collectives. Mais en même temps, elle arrive en fait elle défend cette idée-là, mais tout se passe comme si finalement dans ses écrits, ces deux dimensions se juxtaposaient. On ne voit pas très bien comment finalement elle les articule. Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, elle ne parvient pas finalement à intégrer ces deux dimensions dans le cadre d'une théorie unifiée. Et c'est là que intervient Antonio Gramsci, parce que Gramsci, à mon sens, il offre, par le biais de sa théorie de la personnalité, offre finalement des outils qui nous permettent finalement de penser conjointement ces deux dimensions et de manière assez systématique. Alors, la théorie gramscienne de la personnalité, c'est quelque chose qu'on va trouver, notamment pour ceux qui s'y intéressent, dans les cahiers de prison 10 et 11, donc qui sont respectivement consacrés à la philosophie de Benedetto Croce et à l'introduction de l'étude de la philosophie, ainsi que dans quelques lettres en fait qui sont directement adressées à sa femme, là, Giulia. C'est là-dedans que vous allez trouver donc, les fragments de sa théorie de la personnalité. Alors, je vais aller donc très vite puisqu'il me reste 5 minutes et j'ai très très bien géré mon temps. Donc, l'idée, en fait, aujourd'hui, c'était de commenter, enfin, disons, de décomposer avec vous cette citation qui m'apparaît finalement être une synthèse de la théorie de la personnalité gramscienne. C'est vraiment, à mon sens, c'est cette formulation qui ramasse exactement ce que Gramsci a voulu développer dans les cahiers de prison. Donc la citation est la suivante, c'est « Il faut concevoir l'homme comme un bloc historique », ça c'est vraiment une formulation très très forte, on y reviendra, comme un bloc historique d'éléments purement individuels et subjectifs, et d'éléments de masse et objectifs ou matériels avec lesquels l'individu se trouve dans un rapport actif. Transformer le monde extérieur, les rapports généraux, signifie devenir plus fort, se développer. C'est une illusion et une erreur que de penser que l'amélioration éthique est purement individuelle, vous me voyez venir, la synthèse des éléments constitutifs de l'individualité est individuelle, mais ne se réalise et ne se développe pas sans une activité dirigée vers l'extérieur, qui modifie les rapports extérieurs depuis les activités tournées vers la nature, jusqu'à celles tournées à des degrés divers vers les autres hommes, dans les différents cercles sociaux dans lesquels on vit, jusqu'au rapport le plus grand qui embrasse tout le genre humain. C'est pourquoi on peut dire que l'homme est essentiellement politique, puisque l'activité pour transformer et pour diriger consciemment d'autres hommes réalise son humanité, sa nature humaine. Alors je vais aller très 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 rapidement, mais l'idée en fait qui va développer, je vais essayer de décomposer les concepts clés qu'on trouve dans la citation précédente. Mais le point de départ de la réflexion de Gramsci, de sa théorie de la personnalité, c'est la sixième thèse, en fait, sixième thèse sur Feuerbach, rédigée par Karl Marx. Et on le sait, en fait, Marx explique dans sa sixième thèse que Feuerbach résout l'essence religieuse en l'essence humaine. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Et Gramsci, en fait, pour construire sa théorie de la personnalité,
il va finalement vraiment s'appuyer sur cette idée que l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé, et il va se servir finalement de cette idée pour donner un contenu à son concept d'individu. Donc ce qui va lui permettre d'échapper d'une part, puisque définir finalement l'individu comme l'ensemble des rapports sociaux dans lesquels il s'inscrit, eh bien, ça permet d'éviter un certain nombre d'écueils. Ça permet d'éviter finalement l'écueil de la conception libérale de l'individu, qui est une conception complètement abstraite, puisqu'en fait, elle pense l'individu comme une réalité qui préexisterait au social, qui serait atomisée. Et ça lui permet également de s'affranchir en fait des difficultés que posent les conceptions un peu psychologisantes finalement de l'individu, qui vont faire grand cas finalement de l'intériorité, voilà, de l'individu. Donc ça lui permet d'échapper tout ça, puisque pour lui, essentiellement, l'individu, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Alors, plus précisément, ce qui relève de l'individualité chez Gramsci, c'est finalement... l'individualité, c'est finalement une synthèse singulière finalement des rapports sociaux. Et alors, partant de là, il articule, il va produire un second concept qui va compléter son concept d'individu, c'est le concept de personnalité. Pour lui, c'est quoi la différence entre l'individualité et la personnalité ? La personnalité, en fait, c'est précisément la prise de conscience de son individualité. C'est-à-dire, l'individualité, c'est un élément tout à fait, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait objectiver. C'est l'ensemble de nos rapports sociaux. La personnalité, c'est la prise de conscience d'être justement le nœud de différents rapports sociaux. Donc, il s'ensuit une conséquence assez importante, c'est que finalement, lorsqu'un individu entreprend de modifier sa personnalité, ça veut dire quoi ? Ça veut surtout dire modifier finalement les rapports sociaux qui nous constituent. Donc, au fond, je vais aller finalement très très vite là-dessus. Ce que nous dit Gramsci, c'est que finalement, la transformation de soi, la transformation de sa personnalité, passe par une transformation de l'environnement, de notre environnement social, quoi. Donc des cercles sociaux les plus proches aux plus éloignés. En d'autres termes, pour Gramsci, on ne peut pas penser indépendamment transformation de soi et transformation de l'environnement social. Lorsqu'on se transforme notre environnement social, on se transforme soi-même. Lorsqu'on se transforme soi-même, on transforme nécessairement notre environnement social. Donc de son point de vue, évidemment, il n'y a pas le découpage entre ce qui relèverait des processus de subjectivation et puis, disons, de pratiques collectives, de pratiques politiques collectives. C'est un découpage qui est abstrait et quelque part invalide. C'est-à-dire il faut vraiment penser ensemble transformation de soi, transformation de son environnement social. Alors, je vais aller très très vite. Est-ce que j'ai encore une petite minute ou... Petite minute, d'accord. Alors, évidemment, il y a un élément, je suis passé très très rapidement là-dessus, mais il y a un élément qui est très important, parce que lorsqu'on dit finalement qu'un individu, c'est la synthèse singulière des rapports sociaux, ce qui n'apparaît pas en fait en disant ça, c'est que ces rapports sociaux, surtout dans le cas de Gramsci, ce sont des rapports sociaux évidemment d'antagonisme. Okay, les rapports sociaux dont il parle, ce sont des rapports sociaux extrêmement conflictuels. Donc, si on suit finalement le raisonnement de Gramsci, à savoir si on suit l'idée selon laquelle se transformer soi-même, c'est transformer son environnement social, eh bien, il en suit que finalement, se transformer soi-même, c'est transformer finalement les rapports de force entre les groupes sociaux qui se déploient en fait autour de nous et dont finalement l'individualité est le nœud singulier. Et je ne sais pas si ça va être compréhensible en l'état parce que j'ai pas le temps d'aller plus loin, mais dire finalement qu'un individu c'est la synthèse finalement de rapports sociaux et en partant de la définition selon laquelle finalement ces rapports sociaux sont toujours des rapports sociaux d'antagonisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, pour se transformer soi-même, il faut également prendre conscience finalement des antagonismes qui traversent notre propre individualité. Parce que pour Gramsci, évidemment, prendre conscience de soi-même, ça veut dire prendre conscience finalement des rapports sociaux dans lesquels on s'inscrit, rapports sociaux d'antagonisme, et donc quelque part prendre conscience, c'est une expression que j'aime beaucoup en fait chez un commentateur de Gramsci, prendre conscience d'être soi-même un champ de bataille en réalité. Champ de bataille sur lequel se confrontent en fait différentes hégémonies, donc portées par les différents groupes sociaux auxquels on va appartenir. Et finalement, ce qu'il appelle la praxis de soi, ça exige plusieurs choses. La première chose, c'est de prendre conscience finalement qu'on est un champ de bataille sur lequel, qu'on est le terrain finalement d'une lutte d'hégémonie
entre les conceptions du monde portées par les différents groupes sociaux auxquels on appartient. Ça exige également de prendre conscience qu'on puisse faire plutôt partie finalement d'une force hégémonique déterminée et à transformer son environnement social en conséquence. Donc peut-être, on me dit, le jeu est terminé, donc voilà. Je vous remercie.